Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, je suis accompagnée aujourd'hui pour notre événement End the Poverty Day par Monsieur Albert Mbonerané, qui est non pas un activiste, mais un ami de la nature. Bonjour Monsieur Albert. Bonjour Madame. Je suis aussi accompagnée par mon collègue Alexis, qui est notre spécialiste en environnement. Monsieur Albert Mbonerané, qui est aussi l'auteur de ce livre Conseil Lac Tanganyika. Ce ne sera pas l'objet de notre conversation aujourd'hui. Nous allons parler de notre End Poverty Day, qui est un de nos objectifs à la Banque mondiale et qui cette année a pour thème le changement climatique. Alors, Monsieur Albert, peut-être ma première question, c'est que faites-vous au Burundi pour combattre les effets du changement climatique? Oui, c'est pas facile. D'abord, une chose, c'est qu'aujourd'hui, les Burundais commencent à comprendre que la planète Terre fait face au changement climatique. C'est d'abord quelque chose. Et puis, moi, ce que je fais, c'est un plaidoyer pour dire attention, notre planète continue à crier au secours. Qu'est-ce que nous faisons pour que demain la température, etc., tout ce que nous voyons diminue. Et puis après, je vois qu'il y a des choses qui commencent à changer, des gens qui commencent à comprendre l'importance de l'arbre, par exemple, ce qu'il doit faire pour séquestrer les gaz à effet de serre. Mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas, mais ça prend du temps. Monsieur l'ami de la nature, j'aimerais vous poser une question. Comme les changements climatiques se vivent au Burundi, quels sont au moins 3 défis que le Burundi fait face aujourd'hui? Il y a un premier défi qui est, je dirais, la faim. Pourquoi? Parce que quand on voit ce qui se passe, quand il y a la sécheresse, les gens cultivent mais ils ne récoltent pas. Et qu'est-ce que ça fait sur la santé, disons la vie des populations? C'est vraiment une catastrophe. Et puis il y a des spécialistes qui disent clairement que la faim c'est un défi de la sécheresse. Et là, on va voir le deuxième défi, ce sont les menaces d'inondation. Ce qui caractérise les changements climatiques, ou bien il y a la sécheresse et on ne produit rien, ou bien il y a les menaces d'inondation. Et quand il y a des inondations, il y a beaucoup de pertes des infrastructures. Ou bien ici au Burundi, ce que nous connaissons, c'est surtout quand vous montez, vous quittez Bujumbura, vous allez à l'intérieur. Maintenant, vous allez trouver qu'il y a des glissements de terre qui continuent à glisser. Puis après, vous avez aussi l'érosion. Pourquoi? Parce que nos terres n'étant pas protégées, nous avons coupé tous les arbres, etc. Nous cultivons pour avoir de quoi manger. Mais alors, il y a beaucoup de ce que nous appelons le ruissellement. Et il y a l'érosion et la pluie qui tombe, les eaux transportent et tout. Et puis après, ça fait des conséquences négatives sur le lac Tanganyika parce qu'on va trouver ce qu'on appelle la sédimentation. Tout est resté sa masse dans le lac et puis après, c'est difficile. Et puis, un autre défi, c'est la santé. Avec les changements climatiques, il y a des études qui ont été faites avec l'augmentation de la température, etc., la chaleur. Il y a une maladie qui est catastrophique, c'est le paludisme ou bien ce que nous appelons la malaria. Alors là, vous allez voir évidemment les premières victimes, et ce sont les enfants de moins de 5 ans parce qu'ils sont très fragiles. Monsieur Albert, on entend bien donc les problèmes sur la santé et notamment la faim, et comme vous l'avez dit, pour les enfants les plus vulnérables. Le deuxième défi que vous avez partagé, c'est les problèmes des inondations, hein, qui créent des problèmes aussi pour l'agriculture. Et le troisième, c'est l'érosion qui impacte aussi les infrastructures. Alors, sachant ça, qu'est-ce que les populations burundaises peuvent faire pour avoir un impact sur le changement climatique? C'est la première chose, c'est qu'il devrait y avoir un mécanisme de sensibilisation, d'éducation pour que la population burundaise soit au courant des changements climatiques et des conséquences, disons, des effets des changements climatiques. Et après, on va leur dire, si vous ne faites pas ça, voilà le danger. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas
risquer justement tout ça, la famine et tout ça. Voilà ce que vous devez faire. Et puis, il y a une autre chose qui nous manque au niveau de la sensibilisation, peut-être on va y revenir. Il nous manque un système d'alerte précoce pour dire attention, chers paysans, vous cultivez, mais demain vous risquez de ne pas récolter parce qu'il va faire chaud, etc. Donc je me dis que s'ils sont sensibilisés, s'ils sont éduqués, après ils vont faire de bonnes pratiques d'agriculture. Nous avons vu l'érosion, maintenant il faut leur dire comment lutter contre l'érosion, la protection des terres. Comme ça, si la terre est protégée, la culture va pousser et la production va être satisfaisante. Et la famine dont nous parlions, ça va peut-être disparaître progressivement. Voilà ce que je peux dire. Le niveau des eaux du lac Tanganyika a augmenté. Selon vous, quelles seraient les causes de ce niveau qui a impacté beaucoup sur la ville de Bujumbura? Oui, là c'est peut-être, il faudrait revenir sur l'histoire très rapidement. Quand je vois, parce que je communique beaucoup avec le lac Tanganyika, j'essaie d'écouter ce qu'il dit. Il dit qu'il faut faire attention parce que la montée des eaux, de mes eaux donc, du lac Tanganyika, c'est cyclique. Hein. Maintenant, j'ai vérifié, la crue est venue après 56 ans. Et puis après, le niveau que le lac avait atteint en 1963-64, c'est presque le même que ce niveau qu'il vient d'atteindre en 2021. Et là, les causes, c'est quoi? Maintenant, c'est pas comme en 1938. Hein. Maintenant, c'est les effets des changements climatiques, hein, l'évaporation des eaux du lac, etc. Et puis, avec, comme je le disais, vous voyez le niveau du lac, le niveau de la ville de Bujumbura, et puis les montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura. Quand vous comptez les rivières de la crête, disons, Congo-Nil, qui se jettent dans le lac Tanganyika, c'est pas peu. Et quand vous voyez la turbidité de ces eaux, et ces rivières amènent beaucoup de terre, etc., tout ça, beaucoup de déchets. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Quand nous parlons de la sédimentation, il y a le niveau de l'eau qui monte, etc. Et puis aussi, comme le lac, nous le partageons avec d'autres pays comme la Zambie, la RDC, la Tanzanie, là aussi, il faudrait qu'on étudie comment faire. Qu'est-ce qu'une institution comme la Banque mondiale? Quels seraient les conseils que vous nous donneriez pour combattre les effets du changement climatique dans un pays comme le Burundi? La Banque mondiale peut mobiliser cela. Il faudrait une étude pour justement identifier les zones les plus vulnérables. Parce que le Burundi, c'est un petit pays. Nous comptons 18 provinces. Est-ce que toutes les 18 provinces ont la même vulnérabilité? Je ne pense pas. Et puis après, c'est là où on va dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Il y a un savant qui s'appelle Albert Einstein, celui qui disait qu'un problème sans solution est un problème qui est mal posé. Mais si on fait une étude et qu'on a des constats, on va dire maintenant qu'est-ce que nous pouvons faire face à ce défi pour, disons, réduire les impacts des changements climatiques. Donc il faudrait que, après tout ça, que l'administration s'approprie tout cela. Alors ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est le lac Tanganyika, qui est une grande richesse, un grand trésor que Dieu nous a donné, mais que les Burundais continuent à oublier. Et il y a un adage burundais qui dit que quand quelqu'un porte un bijou en or, il ne connaît pas sa valeur. Mais un jour, quand ça tombe et que ça s'écrase, il dit finalement c'était comme ça. Alors le lac Tanganyika, c'est ce trésor qui est en train de partir. Après, les Burundais vont dire finalement on avait une richesse, mais on n'a pas pris des précautions pour qu'on puisse en profiter, et surtout pour les générations futures. Alors là, c'est la protection de la biodiversité pour que le lac continue à nous donner d'abord de l'eau propre, parce que nous consommons de l'eau du lac Tanganyika, et puis les poissons, et des poissons que nous pourrons consommer, et puis après que nous pourrons vendre à l'extérieur, les devises vont entrer. Et là peut-être vous allez me payer un ticket, on va partir ensemble en Mauritanie, où j'ai vu vraiment un grand projet de pêche au bord de l'océan Atlantique. Monsieur Albert Mbonerane, merci beaucoup pour vous être entretenu avec nous. Peut-être je vais vous laisser le mot de la fin. Quel est votre message aux nouvelles générations?
Oui, merci beaucoup. Alors pour les générations futures, ce qui va se passer en 2070, si les choses ne changent pas, on n'aura plus d'eau à boire. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut boire 8 verres d'eau par jour. En 2070, on n'aura qu'un demi-verre. Donc il faudrait que la génération se mobilise. Mais ce qui m'enchante aujourd'hui, c'est qu'il y a des jeunes maintenant qui commencent à comprendre l'importance de la protection de l'environnement. Qu'est-ce que nous voulons que le monde soit? Nous sommes au Burundi. Qu'est-ce que nous voulons que le Burundi soit en 2045-2050? Est-ce que il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus de lacs, il n'y aura plus de rivières? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faudrait que les jeunes se mobilisent pour dire, chers parents, attention, nous avons mis à votre disposition la terre, le lac Tanganyika. Maintenant, il faut bien les entretenir pour que demain, en 2050, nous puissions nous réjouir et dire, finalement, nos parents, ils ont compris, ils nous ont fait un bon héritage. Et le Burundi redevient ce qu'on disait dans les années passées, la Suisse d'Afrique, et ça sera extraordinaire, un paradis, un pays vert, formidable. Je vous remercie, Albert Mbonema. Merci beaucoup, Véronique. Oui.